Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Comment se porte votre cœur? Toutes les 12 minutes au Canada, une personne fait un arrêt cardio-respiratoire. Cette défaillance électrique entraîne l'interruption des battements de son cœur. La personne alors s'effondre et perd connaissance. Cet événement, possiblement fatal, peut survenir sans aucun signe avant-coureur et pas uniquement chez les personnes âgées. Le cœur des plus jeunes peut aussi s'arrêter soudainement. Une intervention rapide peut pourtant faire toute la différence. Je parle de la réanimation cardio-respiratoire, mais également de l'usage de défibrillateurs cardiaques externes automatisés ou DEA. Cet appareil analyse l'activité du cœur de la personne en arrêt cardiaque, envoie des impulsions électriques destinées à faire repartir le cœur sur un bon rythme, et tout cela sans danger pour l'utilisateur. Toutes les écoles secondaires de la province accueilleront très bientôt ce type d'équipement. Les élèves de secondaire 3 vont même être formés pour l'utiliser, en plus de recevoir la formation de réanimation cardio-respiratoire, qui, elle, est obligatoire depuis 2 ans pour tous les élèves du secondaire. Il y aurait 250 000 élèves formés en réanimation cardio-respiratoire grâce à un programme de la Fondation ACT, ça à l'échelle du Canada. La Fondation Jacques de Champlain au Québec milite, elle, pour que les DEA soient plus accessibles pour les premiers répondants. Ce qu'on entend souvent quand on parle à des survivants, c'est « j'ai été chanceux, j'ai eu mon arrêt cardio-respiratoire au bon endroit, au bon moment, quelqu'un est intervenu ». L'objectif, c'est d'enlever le mot « chance » de la discussion. L'utilisation d'un défibrillateur augmente à 75% les chances de survie de la personne qui fait un arrêt cardiaque. Cet appareil sauve donc des vies. Pourtant, nous n'en trouvons pas partout. Cela devrait changer grâce à 2 initiatives dont on va vous parler à l'émission. Restez à l'écoute. Pour parler de la santé du cœur, de défibrillateurs et de technologie, je suis en compagnie du Dr François de Champlain, le président de la Fondation Jacques de Champlain. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie du Dr Paul Poirier, cardiologue de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Donc, près de 40 000 arrêts cardiaques surviennent chaque année au Canada, selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Et sans intervention rapide, la majorité de ces arrêts cardiaques aboutiront au décès de la personne. Encore trop peu de gens savent comment faire une réanimation cardio-respiratoire et utiliser un défibrillateur externe automatisé, ce qu'on appelle le DEA, lorsqu'il y en a, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles dans tous les lieux publics. Alors, ma première peut-être question, c'est ça sauve des vies, mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas partout? Peut-être, Monsieur de Champlain? Oui, bien en fait, il n'y en a pas parce que c'est pas obligatoire, tout simplement. Ça fait pas partie, pour moi, c'est un équipement qui est aussi vital, sinon plus vital qu'un extincteur. Hein. Il y a très peu d'incendies au Québec. Le Code de bâtiment devrait obliger les nouvelles constructions à avoir des défibrillateurs dans les endroits publics. Oui. Il devrait avoir une liste d'endroits publics au Québec où il y a une obligation légale d'avoir un défibrillateur en bon fonctionnement. Et actuellement, au Canada, il n'y a que le Manitoba qui a été de l'avant avec un projet de loi. Et on fait beaucoup de pression au niveau du gouvernement pour que le Québec soit la 2e province. Oui. Est-ce qu'il faut, Dr Poirier, s'inspirer du Manitoba, en effet? Bien, il faut se comparer au meilleur. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est pas normal qu'on n'ait pas de défibrillateur. Vous allez en Europe, sur le trottoir, à l'épicerie, en Italie. Je peux montrer les défibrillateurs qui sont là, à Copenhague, aux États-Unis, dans Seattle. Je veux dire, c'est le gros bon sens. La problématique, c'est la législation. Puis une fois que c'est bien beau avoir des défibrillateurs, mais il faut toujours bien enseigner aux gens comment le faire. De là, l'obligation à l'enseigner dans les écoles. Oui. Quelles sont les causes d'un arrêt cardiovasculaire et quelle est la différence entre une crise cardiaque et finalement un arrêt cardiaque? Docteur Poirier? Bien, une mort subite, c'est par définition quelque chose d'inattendu. Hein? Une mort subite, par définition, les gens meurent en dedans de 24 heures. Alors, s'ils sont avec des gens qui voient ce qui se passe, ben là, c'est beaucoup plus court. Alors, si ça peut être un problème de la pompe cardiaque, le cœur, c'est une pompe qui marche avec de l'électricité puis de la plomberie. Alors, la pompe cesse de fonctionner et elle peut cesser de fonctionner parce qu'il y a un infarctus massif, la plomberie bouche, ou à cause d'une arythmie, il y a un court-circuit, puis il y a une arythmie majeure qui fait que la pompe marche pas bien. Ça, c'est pour le cœur. Là, le docteur de Champlain, lui, il est urgentologue, il va vous dire qu'on peut faire un arrêt cardio-respiratoire parce que le patient fait un ACV massif. Okay?
Oui. Alors, donc, une artère qui bouche au cerveau ou un saignement du cerveau. Mais généralement, un arrêt cardiaque, c'est une cause cardiovasculaire, donc le cœur ou le cerveau. Oui. Docteur de Champlain, comment on réagit lorsqu'une personne perd conscience et arrête de respirer? Ben, en fait, la première chose, c'est toujours d'appeler le 911. Donc, le témoin doit s'engager. Il y a une responsabilité sociale de chacune personne qui voit quelqu'un s'effondrer. Et ne serait-ce que appeler le 911 et ne pas assumer, une erreur commune qu'on entend, c'est que les gens assument que le 911 a déjà été appelé. Donc, il vaut mieux que le 911 reçoive 2, 3 appels pour le même arrêt cardiaque qu'un trop tard. Et ensuite, en fait, avec l'assistance de la personne au 911, ils vont même nous enseigner au téléphone comment faire les compressions thoraciques si jamais on n'a jamais suivi de formation. Donc, c'est bien d'avoir suivi une formation, mais le fait d'intervenir ne dépend pas d'avoir suivi une formation. Puis ça, c'est un autre mythe aussi que on essaie souvent d'aller à l'encontre. Puis une fois qu'on a fait ça, évidemment, s'il y a une autre personne qui peut nous assister, c'est d'aller récupérer le défibrillateur le plus proche. Donc, parfois, le 911, puis c'est ce qu'on est en train aussi de faire avec la Fondation Jacques de Champlain, c'est d'essayer de lier les données d'un registre qu'on a créé sur l'emplacement des défibrillateurs pour que le répondant médical d'urgence puisse diriger la personne vers le défibrillateur le plus proche et le ramener. Puis encore là, un défibrillateur très simple d'utilisation. Bien, s'il y a eu une formation, c'est mieux, mais s'il n'y a pas eu une formation, on peut toujours sauver une vie en utilisant un défibrillateur. Puis ensuite, dans une ville, dans l'espace de 8-10 minutes, les paramédics vont arriver pour prendre la relève. Donc, le citoyen doit s'engager dans ces premières minutes-là qui sont vitales pour la survie du patient. C'est ça, c'est sur son cellulaire. Sur le cellulaire, il y a une application DEA Québec que vous développez justement pour géolocaliser les défibrillateurs, c'est ça? Oui, absolument. Donc, on a créé un registre d'environ 2700 défibrillateurs présentement. Et à avec l'application, oui, à l'échelle du Québec, il y en a partout. Et puis, il nous en manque encore. Donc, les gens qui voient des défibrillateurs qui ne sont pas dans l'application, il faut aussi qu'ils nous avisent pour qu'on puisse... et puis, on peut le faire à travers l'application DEA Québec, une application gratuite. Et oui, donc, la première chose, c'est d'appeler le 911, de regarder s'il y a un défibrillateur autour. Et si on n'a pas l'application, on oublie de l'utiliser, qui peut arriver dans une situation de stress, ben, l'opérateur du 911 devrait aussi nous diriger ou nous aider vers le défibrillateur le plus proche. Oui. Des fois, les gens hésitent à intervenir parce qu'ils disent « Ah, va falloir que je pose ma bouche sur sa bouche, puis ça ne me tente pas. » Aussi, mais il n'y a pas besoin, forcément. Non, ce n'est plus une recommandation pour le grand public de faire la partie ventilation qui était le blocage numéro 1 ou l'hésitation numéro 1 des gens d'intervenir. Donc, on sait maintenant que des compressions efficaces en continu, sans faire la ventilation, sauvent en fait autant de vies que faire la ventilation et les compressions dans une situation d'arrêt cardio-respiratoire en préhospitalier. Oui. Donc, ça vaut vraiment la peine à ce moment-là d'intervenir. Il n'y a aucun risque de contamination ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de faire les compressions dans le centre du thorax. Une centaine par minute. 100 à 120 par minute. On dit souvent sur la musique de Staying Alive pour les plus âgés qui connaissent les Bee Gees. Oui. Docteur Poirier, certaines villes comme Seattle aux États-Unis ont un meilleur taux de survie que de grandes métropoles québécoises comme Montréal. On dit deux fois meilleur avec 20% contre 10% environ pour Montréal. Expliquez-nous un petit peu pourquoi certaines villes ont ces taux de survie-là et nous pas. C'est culturel. L'enseignement est fait de façon systématique. Les défibrillateurs sont beaucoup plus accessibles. Alors, penchez-vous à terre pour ramasser votre paquet de cigarettes à Seattle, ils vont vous défibriller. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est une question d'éducation. Oui. Et je veux dire, garder les enfants de 5e, 6e année, ils ont les cours de gardiennage avertis. C'est vrai. Hein? Bon, alors c'est vrai, mais c'est une minorité. Alors, si on enseigne à ces gens-là de façon systématique, en plus d'une recertification en secondaire 3, en plus d'avoir des défibrillateurs qui sont partout accessibles, ben ça va devenir... Seattle, ils vont aller se coucher. On va être encore meilleurs qu'eux autres. Le principe, c'est de... faut partir. Là, on est en retard. Il faut juste nous rattraper. Le docteur de Champlain a probablement le même réflexe que moi. À toutes les fois qu'on est dans un endroit public, on spot où sont les défibrillateurs. C'est un réflexe. Est-ce que vous l'avez fait pour la radio? Comme citoyen. Monsieur de Champlain, l'avez-vous fait en rentrant à la radio? En fait, j'ai regardé en me dirigeant. J'étais préoccupé d'arriver en retard, mais je n'ai pas vu de défibrillateur. Mais quand même, c'est le réflexe de le faire. Alors, le médecin, là, pourquoi pas le citoyen? Oui, c'est vrai. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Comment ça fonctionne un défibrillateur?
Et est-ce que ça prend beaucoup de place pour installer? Non. Donc, les défibrillateurs, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont aussi petits, qui pèsent 700 grammes, qui sont environ 10 cm par 15 cm. C'est celui, en fait, un modèle qu'on utilisait avec nos essais sur les drones récemment. Un défibrillateur très léger. Il y en a qui pèsent 2 kg. Donc, c'est vraiment un appareil qui n'est pas tellement plus gros qu'une boîte à lunch. Hein? Mm-hmm. Donc, ça se met très bien sur un mur, ça prend pas de place. Ça, c'est une autre chose aussi que j'ai remarqué avec plusieurs endroits publics, c'est que parfois, ils veulent pas l'exposer parce qu'ils veulent pas... j'ai déjà eu cette discussion-là, en fait, avec le président d'une maison pour personnes retraitées. Mm-hmm. Donc, je nommerai pas, mais essentiellement, il voulait équiper ses maisons, mais il a tellement soin de ses résidents, il dit, je veux pas alerter mes résidents, je veux pas que le défibrillateur soit visible. Donc, je veux pas qu'il soit en arrière, accroché au mur, on va le mettre en dessous d'un comptoir. Pour les inquiéter? Pour pas les inquiéter? Pour pas les inquiéter, pour pas qu'ils pensent qu'on attende qu'ils tombent ou quoi que ce soit. Mais c'était un réflexe bien intentionné de sa part, mais ça va complètement à l'encontre de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire d'exposer le défibrillateur, d'être à la bonne hauteur des yeux, qu'on le voit facilement avec une affiche en rentrant dans un endroit public pour que tout le monde soit au courant que le défibrillateur est là. Oui, c'est vrai. Docteur Poirier, vous avez mené une campagne de financement auprès de vos collègues médecins pour acheter des défibrillateurs qui sont installés dans plus de 500 écoles secondaires du Québec. Expliquez-moi votre motivation à faire ça. Je suis cardiologue, madame. Ça fait partie de ma job. Un cardiologue qui n'a pas vu beaucoup mourir de monde n'a pas fait beaucoup de cardio. Et il n'y a rien qui est le plus décourageant qui nous arrive à l'urgence, les paramédics avec un patient, qu'on ne peut rien faire parce que ça n'a pas été... les gens n'ont pas intervenu assez rapidement. Et je fais partie d'un groupe de cardiologues crinqués au Canada qui s'occupe beaucoup de cardiologie sportive, puis on en voit aussi chez les athlètes. Mm-hmm. Puis il faut aussi... c'est tout un environnement. Oui, on pense souvent que ça concerne plus les personnes âgées, mais ça concerne tout le monde. Oui. Les arrêts cardiaques, les athlètes, donc vous me parlez des sportifs aussi. Oui, ça concerne tout le monde. Puis par définition, comme c'est subi, c'est imprédictible. Donc, si tu veux essayer de corriger cette façon d'être imprédictible comme événement, mm-hmm. Ben, il faut que tu sois prêt. Oui. Ça a été quoi la réaction de vos collègues médecins? Ça a été de différentes façons. Les gens m'ont dit, pourquoi tu installes ça dans les écoles? C'est pas dans les écoles que les jeunes meurent. Je leur ai dit candidement que ces écoles-là, le soir, c'est les gens de 50, 60 ans qui jouent au hockey cossum, qui jouent au badminton, qui écrasent. Alors ça, c'est une chose. Je me suis fait dire aussi, pourquoi tu installes ça en région éloignée? Ben, en région éloignée, dans l'école secondaire, si l'ambulance prend 25 minutes à se rendre, ben, votre patient a le temps de mourir au moins 2 fois. Mm-hmm. Alors, ça nous prend ça. J'ai tout entendu, toutes sortes de mythes aussi. Le coût-efficacité d'un défibrillateur. Alors, le coût-efficacité d'un défibrillateur, d'acheter un défibrillateur une fois, puis sauver une vie, puis d'avoir une multitude, une génération d'étudiants qui vont devenir adultes, qui vont avoir une approche à la santé, parce que c'est le défibrillateur, mais le RCR, c'est probablement, ou le cours de gardiennage averti, mm-hmm. c'est probablement la première exposition à la santé que les étudiants vont avoir. Oui. Il va y avoir des défibrillateurs et les étudiants vont être formés en secondaire 3 aussi pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est obligatoire maintenant, parce que c'était pas obligatoire avant 2018, là. Alors, à ça que c'est obligatoire, il n'y aura pas une question d'attrition, puis une question de, ben là, on coupe-tu ça parce qu'on manque un heure de mathématiques ou on coupe-tu ça parce qu'il manque un heure de français? C'est réglé, c'est mandatoire. Fait que là, après ça, est-ce qu'on va plus loin? C'est à suivre. Docteur Deschamplain, il n'y en a pas partout, donc, mais pourquoi les drones pourraient offrir une alternative intéressante pour les défibrillateurs? Bien, en fait, à la Fondation Jacques Deschamplain, on s'intéresse à toutes les nouvelles technologies pour diminuer le temps du premier choc. Et à l'instar de d'autres endroits en Europe où ils ont utilisé des drones pour les régions un petit peu plus éloignées, donc Dr Poirier parlait tout à l'heure qu'il ne faut pas s'éloigner beaucoup des grands centres comme Montréal et Québec pour que les temps d'ambulance doublent et même triplent. Donc, à Montréal, Québec, on est relativement chanceux. Les ambulances arrivent dans un délai d'environ 8 minutes. C'est leur
cible d'arriver en bas de 8 minutes. On a les pompiers comme premiers répondants qui arrivent quelques minutes plus tôt. Ces temps-là, il faut comprendre qu'ils sont plus longs en hiver. Donc, déjà, c'est trop tard. Même dans une grande ville, il faut faire quelque chose avant l'arrivée des ambulances. Parce que c'est une course contre la montre, absolument. C'est ça? À chaque minute, on dit souvent, à chaque minute, la survie diminue d'environ 10%. La réalité, c'est que les premières minutes sont encore plus importantes. Les 5 premières minutes, c'est pas une relation linéaire. Les 5 premières minutes sont vraiment la fenêtre d'opportunité pour faire le massage cardiaque et donner un choc. Et si on le fait dans un délai de 5 minutes, on a 75% de survie. Donc, on a une très, très haute survie. Et puis, à mesure ensuite que les minutes passent, la survie, on tombe à des chiffres, comme vous avez mentionné, 10% au total. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop faible. Oui, donc les drones? Oui, donc les drones, dans les régions un petit peu plus éloignées des grands centres, peuvent vraiment, passer en ligne droite, pas attendre dans un trafic d'un pont ou une rue. On sait qu'on est les champions des cônes oranges, on dit souvent au Québec, donc pas affectés par la construction. En fait, maintenant, les drones commerciaux peuvent voler dans toutes sortes d'intempéries, dans de la neige, dans de la pluie, en autant qu'on peut voir un petit peu. Et ce qu'on croit vraiment, c'est qu'il y a un futur au niveau des drones de façon autonome. La technologie est déjà là. En fait, la technologie est plus avancée que la réglementation. Ceci est réglementé par Transport Canada. Et donc, on pense vraiment que un drone qui, dès l'appel, l'identification d'une victime potentielle d'un arrêt cardio-respiratoire, un drone est lancé et ça prend actuellement un pilote qui n'a pas besoin d'être sur place, qui peut être à distance pour superviser le vol. Et surtout, la partie qui est la plus difficile encore au niveau de l'intelligence artificielle, c'est l'atterrissage, parce que tous les atterrissages, les lieux d'atterrissage sont différents. Et on pense, avec les essais qui ont été faits en Europe, on voit que même par exemple en Suède, aux alentours de la ville de Stockholm, ils ont vu sur un essai qu'ils ont fait environ 15 minutes de sauver sur l'arrivée d'une ambulance. Alors, c'est énorme. C'est la différence entre un patient qui survit et qui survit pas. Donc, on peut mettre des défibrillateurs un peu partout. Il reste que dans les régions où les espaces sont plus éloignés, il n'y aura jamais assez de défibrillateurs pour intervenir rapidement. Et les drones sont une des solutions pour essayer de diminuer ce temps-là et maximiser la chance d'un choc qui soit donné dans les premières minutes. Oui, parce que ça s'inscrit dans un projet peut-être un peu plus large de pouvoir justement amener des produits sanguins, amener ce genre de produits médicaux-là d'un hôpital à un autre hôpital, par exemple, parce que d'un endroit à un autre endroit, justement. Donc, on pense qu'on est un groupe, en fait, de gens, de chercheurs qui est dirigé au niveau du CUSUM, mais il y a des gens qui viennent d'autres institutions aussi. Et on a participé récemment avec Emma Québec, entre autres, à un projet de drone pour livrer des produits sanguins. Et dans le cas de transfusion massive, on peut rapidement rendre inutile une banque de sang qui a des produits sanguins de façon limitée. Donc, il faut de l'approvisionnement extérieur des centres de distribution. Oui, de la gestion, finalement. Exactement. De ce qui est matériel médical peut se faire différemment. Puis ça peut être la même chose pour certains médicaments dans des régions éloignées où le drone peut amener des médicaments qui sont très rares ou qui ne sont pas tenus par un certain centre hospitalier. Un peu comme on amène des colis. Je veux dire, des compagnies comme Amazon regardent, Post Canada est en train d'étudier aussi la livraison. Donc, si on le fait pour des colis, on peut le faire pour des choses qui sont vitales pour la vie. Oui. Docteur Poirier, vous avez mené donc cette campagne de financement auprès de vos collègues. Vous avez réussi justement à doter les écoles secondaires et les écoles primaires. Il y aurait 1980 écoles primaires au Québec environ. Et vous avez même les noms, les courriels et les numéros de téléphone des directeurs. Mais ça prend plus que ça, j'ai l'impression. Ah ben moi j'ai la balle, je l'ai relancée dans l'autre camp. On va voir ce que le ministère de l'Éducation vont faire. Il n'y a pas question de bouger tant que c'est pas mandatoire de rendre ça obligatoire en 6e année. Oui. Au même titre que le cours de gardiennage averti. Alors, si le ministère de l'Éducation, parce que ça relève de l'éducation, ça a l'air un peu bête, ce que je vais dire, mais moi, ça m'a pris 10 ans à comprendre que ça relevait du ministère de l'Éducation de rendre ça obligatoire dans les écoles. Alors, j'avais rencontré à l'époque, depuis le docteur Couillard, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui bonifiait tout ce projet-là en disant on embarque. Je les avais tous rencontrés jusqu'à temps que quelqu'un me dise ben oui, mais il faudrait peut-être que tu rencontres le ministère de l'Éducation. Puis le ministre de l'Éducation, je l'ai rencontré dans une fondation. Puis là, je l'ai comme ramassé dans un coin. Puis je dis là, écoute, il faut régler ça. Puis il faut
faut mettre ça obligatoire. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, le ministre de l'Éducation, vous pourrez comprendre qu'il en a plein ses bottes avec les différentes choses qui se passent avec les différentes réformes. Mais j'ai encore 3 ans. Oui, comment ça se fait est-ce qu'on manquerait de volonté politique dans ce dossier-là? Bien, il n'y a pas juste de la politique. Je veux dire, il y a beaucoup de choses au niveau qui va enseigner quoi, dans quoi on va couper le curriculum vitae. Il y a des choses de, tu sais, quand vous voulez enseigner une nouvelle matière, vous avez tous les syndicats, puis tous les gens qui sortent. Puis là, je sais que je me ferai pas d'amis, mais ça, c'est pas moi. Je m'assume très bien. Alors, quand tu veux introduire un nouveau programme, aussi vertueux soit-il, vous avez toutes les tollées de protestation parce que ça augmente la charge de travail, parce que les gens sont pas formés, parce qu'ils sont pas bien payés pour le faire. Toutes les raisons sont bonnes. Alors, il n'y a pas juste la problématique de dire, ben c'est simple, pourquoi ne le font pas? Pour un gars comme moi, c'est simple, mais pour les gens qui sont en place, ça peut être un peu plus complexe. Oui, Monsieur de Champlain, est-ce que ça prendrait une loi? Quelque chose qui obligerait finalement, dès le départ, dès la construction de bâtiments, à doter les bâtiments de ce genre d'appareillage? Absolument. Comme j'ai dit, il faut suivre l'exemple du Manitoba. Il y a des États aux États-Unis, en Californie, le Code du bâtiment exige que chaque édifice de 4 étages et plus soit muni d'un défibrillateur. Il y a une étude qui a été faite à Toronto, par exemple, qui montre qu'à partir du 3e étage des édifices en hauteur, la mortalité augmente. Et puis, c'est pas parce que la population est différente, c'est parce que l'accès est plus long et donc le temps au premier choc, quand on attend les ambulanciers, les paramédics qui viennent, est plus long, tout simplement. Quand ils sont dans l'ascenseur, finalement? Ah oui, ils sont dans l'ascenseur, ils prennent l'escalier parfois quand les ascenseurs sont trop petits dans certains bâtiments, etc., etc. Donc, c'est toujours plus long l'accès et la mortalité augmente d'étage en étage. Donc, il faut que dans des endroits publics, que ça soit, bon, on parle des écoles secondaires ici, des écoles primaires, les garderies, les universités, les édifices gouvernementaux, les magasins à grande surface, tous ces endroits doivent être munis d'un défibrillateur. Puis la seule façon, et puis le défibrillateur doit être enregistré dans une base de données reliée au central du 911. Et puis je peux vous dire, tant qu'il n'y aura pas une loi, on n'aura pas gagné parce qu'il y a encore des compagnies, des magasins à grande surface qu'on approche, qui ont plusieurs défibrillateurs, qui refusent d'enregistrer leurs défibrillateurs. Et de les mettre accessibles. Et de les mettre accessibles à l'ensemble de la population pour toutes sortes de raisons qui sont inacceptables, en mon sens à moi. Et si on sortait dans les médias pour dévoiler ces noms-là, ça leur ferait une très mauvaise publicité. Pour le moment, on se retient. On a encore bon espoir que ce projet de loi-là règle cette situation-là. Puis on veut absolument, j'entendais le Dr Poirier dire on a 3 ans. Oui, c'est un message du gouvernement. On a 3 ans pour avoir un projet de loi sur l'encadrement des défibrillateurs. Sinon, on va passer à d'autres méthodes d'action. Oui. Est-ce qu'on est encore dans la grande noirceur? Oui, ben moi, c'est ce que je dis en fait souvent. Je crois qu'il faut rester optimiste. Je pense que ce que Dr Poirier vient d'accomplir, c'est merveilleux. Je crois qu'on sort tranquillement de la grande noirceur, puis que le Québec, peut-être, on ne sera pas à la remorque de tout le monde, et puis avec des acteurs importants, on va arriver, si on travaille ensemble, hein, l'Union fait la force, il y a plusieurs fondations qui travaillent sur ce dossier. Si on travaille dans un même objectif, je crois que le Québec a une opportunité pour être la 2e province à se doter d'un projet de loi et de sortir finalement de cette grande noirceur. Hein, Docteur Poirier? Écoutez, j'irai bien plus loin. Si on fait le projet de loi à l'image du Manitoba, il est déjà obligatoire en secondaire 3 et il l'aura obligatoire en 6e année. On va être les meilleurs au Canada. Alors, c'est toujours ce qu'on vise, l'excellence. En fait, ce qu'on entend souvent quand on parle à des survivants, c'est « j'ai été chanceux, j'ai eu mon arrêt cardio-respiratoire au bon endroit, au bon moment, quelqu'un est intervenu ». L'objectif, c'est d'enlever le mot « chance » de la discussion. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut faire. On veut avoir des systèmes qui font qu'on n'entend plus ce mot, que lorsqu'on a un arrêt cardiaque par défaut dans un endroit public, le message devrait être une bonne nouvelle de quelqu'un qui a survécu sans séquelles. À l'occasion, on ne pourra pas sauver tout le monde, mais ça devrait être la norme et non l'exception. Oui. Docteur Poirier, les séquelles de ça? Ben, écoutez, c'est tellement vrai ce que le docteur de Champlain vient de dire. J'ai un patient que vous allez voir dans les médias éventuellement quand j'aurai besoin, parce qu'il va falloir brasser. J'ai un patient qui est mort un peu dans une école secondaire l'année dernière, que l'école secondaire, lui, à cause du défibrillateur qui avait été installé récemment, a été sauvé sans aucune séquelle, que je rencontre annuellement. Et je l'ai rencontré récemment, avant la conférence de presse, et le patient m'a dit, vous savez, Dr Poirier, 2 jours avant cet événement-là,
qui est arrivé dans l'école secondaire. Je jouais au badminton dans une école primaire où il n'y avait pas de défibrillateur. Si ça m'était arrivé 2 jours avant, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais quand on parlait de chance ou de malchance, Oui. ça Alors, tient déjà, à ce fil-là. Ça vous parle, ça vient vous parler, là. Puis c'est pas quelque chose de théorique, là. Le gars, je l'ai d'en face, puis il me compte ça. Première des choses. Deuxième des choses, les séquelles, bon, les gens d'un certain âge vous diront, mourir, ça me dérange pas beaucoup, je ne veux pas souffrir. Mais quand tu survis avec des séquelles neurologiques d'une mort subite que tu réanimes trop tard, ça, c'est des séquelles. Et c'est des coûts associés, des coûts sociaux, des coûts monétaires, des coûts de toutes sortes, qui est pour la famille et qui est pour l'environnement et le patient de façon incroyable qu'on pourrait éviter. Alors, quand les gens me disent qu'il y a un coût efficacité à ça, ben voyons donc, on fait des choses en médecine qui coûtent pas mal plus cher que ça et que l'efficacité est beaucoup moins bien démontrée. Et ça, la littérature le démontre très bien dans la réanimation avec le défibrillateur. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de dire, ben là, on aurait donc dû, fait qu'on va dire, ben, on va le faire, c'est tout. C'est mieux. Puis quand le docteur de Champlain disait tantôt, il faut mieux appeler le 911 le plus rapidement possible, il faut mieux se tromper que d'avoir des regrets. Oui, c'est sûr. Docteur de Champlain, un dernier mot? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Dr Poirier vient de dire. En fait, la littérature, elle montre qu'environ 2/3 des survivants, d'un arrêt cardio-respiratoire qui quittent l'hôpital ont un état neurologique parfait. Donc, ils retournent, ils sont productifs à la société, ils retournent au travail. Notre porte-parole, Jean-Philippe Larose, a fait un arrêt cardio-respiratoire dans justement une école après les heures en jouant au hockey COSOM avec son groupe à l'âge de 37 ans. Puis l'année dernière, il a gagné un jeu questionnaire à silence aux joues et puis il nous a donné le cachet pour l'émission à la Fondation Jacques de Champlain. Donc, non seulement il y a un état neurologique parfait, mais il gagne des jeux questionnaires. Donc, il faut enlever ce mythe-là. La majorité des gens qui survivent sont de bons survivants sans séquelles neurologiques. Donc, ça vaut la peine d'intervenir rapidement. Et comme dit Dr Poirier, on part de quelqu'un qui est mort devant nous. L'article 2 de la Charte des droits et libertés dit « Toute personne dont la vie, tout être humain dont la vie est en péril a le droit au secours. » On a une obligation sociale d'intervenir. Et puis, j'espère qu'avec ce qui se passe en ce moment, il y aura un changement de culture à ce niveau-là. Oui, et de législation. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Donc, on était en compagnie du docteur François Champlain, président de la Fondation Jacques de Champlain, et du docteur Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci. Merci de l'invitation. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission cette semaine, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique